Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce matin, en fait, on va traiter de la problématique de gestion, de développement des compétences. On parlera également un peu de mobilité interne. En bref, on va parler de workforce planning. Donc, pour traiter de ce sujet, j'ai invité ce matin Jean-Bernard Giraud et Carole Mangui, qui sont les deux cofondateurs de Wiser Skills. Je vais te laisser te présenter, Carole. Bonjour, donc Carole Mangui, je suis cofondatrice de Wiser Skills. Jean-Bernard. Et moi, je suis aussi cofondateur et président de Wiser Skills. Super. Alors, première question, le workforce planning, ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est une terminologie encore un petit peu marketing, on va dire. Est-ce que Jean-Bernard, tu peux nous en faire une définition rapide? En fait, tout le monde connaît la GPEC, le Workforce Planning, et finalement à la GPEC ce que le film ou la vidéo est à l'image. C'est-à-dire que finalement, la GPEC, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une obligation légale, triennale. C'est la loi, tout le monde a en tête, la loi de janvier 2005, qui finalement oblige les entreprises à se poser la question, dans une logique de préservation de l'emploi, à se poser la question des emplois, des compétences et des salaires tous les 3 ans. Donc quelque chose qui est assez quelque part statique, quelque chose qui est assez parfois contraint, et qui aujourd'hui, pour le coup, ne cadre plus avec les évolutions du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, les métiers changent plus vite que les hommes et les femmes qui sont dans les entreprises. On voit que, et la crise en particulier du Covid l'a montré, les organisations du travail sont aussi en train de changer. Quand une organisation du travail change, ça a des impacts aussi sur le fond et la réalité des métiers. Ce qui veut dire que dans les faits, si les entreprises veulent pouvoir être dans une logique d'adaptation aux changements qui sont des changements structurels auxquels notre monde économique est confronté, eh bien, il faut qu'elles puissent piloter leurs compétences, leur métier d'une façon dynamique et d'une façon continue. De la même manière, d'ailleurs, au passage, ce que je dis là, il n'y a rien de la même manière qu'elles pilotent aujourd'hui leur trésorerie ou leurs finances ou plein d'autres paramètres de l'entreprise ou leur production, etc., etc. Il n'y a guère que les ressources humaines qu'on ne pilote pas de cette manière-là jusqu'à présent. Et donc, le workforce planning, en fait, au-delà d'être un terme anglais et donc d'être à la mode, le workforce planning, c'est avant tout une approche, une vraie GPEC. Une vraie GPEC au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une gestion dynamique des emplois et des compétences. Voilà. Et alors, avant, ce n'était pas trop possible quand même, parce que, faut quand même se le dire, ce n'est pas simplement les entreprises qui ne voulaient pas ou des contraintes légales qui étaient trop fortes. Avant, ce n'était pas trop possible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir piloter les choses, il faut avoir des systèmes qui permettent de le faire. Il y a des outils de gestion de la production, il y a des outils de gestion de la supply chain, il y a des outils de gestion des finances, et il y avait aujourd'hui finalement pas vraiment le moyen de le faire au niveau des RH, sauf que la technologie change. On a aujourd'hui des algorithmes qui deviennent très performants et qui permettent, modulo le fait naturellement que la décision, in fine, reste une décision profondément humaine, ancrée dans la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important. La stratégie de l'entreprise, c'est bien l'entreprise qui en reste la maîtresse, qui permet de pouvoir mettre une approche dynamique en place. Alors, tu veux dire qu'il y a des outils qui sont plus performants qu'Excel aujourd'hui? Ouais. Excel étant le meilleur ami des RH. Hein. Oui. Alors, Excel est un excellent tableur. Excel permet de faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, moi-même, je suis surpris de ce que je fais au quotidien avec Excel. Mais naturellement, à un moment donné, j'allais dire, ce qui est du domaine du tableur trouve ses limites.
Ouais. En particulier, quand il convient d'intégrer de façon automatique des éléments qui sont des éléments exogènes, comme des éléments conjoncturels, on en a connu avec la crise du Covid, mais d'autres éléments liés en particulier à l'accélération de la mise en place de la digitalisation, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, etc. Alors, je vous pose là juste à toutes et à tous une petite question, hein. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui une solution de workforce planning dans votre entreprise? Juste un petit sondage pour voir un peu comment vous êtes équipé, vous, à votre niveau. Carole, on va revenir un peu sur cette crise. Est-ce que la crise a démontré, a mis en avant un certain nombre de lacunes, de dysfonctionnements potentiels au niveau des entreprises, hein, qui n'ont pas toutes réussi à maintenir un plan de continuité d'activité. C'est quoi les enjeux post-crise en matière de développement des compétences, en matière de gestion des ressources humaines, selon toi? En fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que une grande partie des entreprises, du coup, ont quand même vu leur activité fortement impactée par la crise et donc ont ralenti, voire gelé deux choses, le recrutement externe et le recours aux prestataires externes, c'est-à-dire aux consultants notamment. Donc c'est plus ou moins fort, bien entendu, en fonction des entreprises. Pour le coup, ça a quand même un impact extrêmement fort sur les ressources. Et du coup, l'enjeu, il est de se dire finalement, qu'est-ce qui se passe si je gèle pendant 6 mois mes recrutements et si je sors tout ou partie de mes prestataires externes. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas parce que je décide ça que de l'autre côté, j'ai pas une activité qui redémarre. Et on voit bien là les chiffres qui sont sortis ce matin montrent que l'activité est en train de redémarrer. Comment je fais pour répondre à mes managers qui eux se retrouvent du jour au lendemain avec des chaises vides dans leurs équipes, etc. Ce qui du coup oblige les entreprises à se poser la question du repositionnement en interne des ressources. C'est-à-dire quelle personne je mets à quel endroit et plus particulièrement quelles compétences il faut finalement que je fasse bouger et quelles sont les compétences qu'il faut que je renforce. Et donc l'enjeu il est quoi? Il est que finalement ces questions-là, avant je pouvais avoir un petit peu de temps pour y répondre. Excel pouvait du coup m'aider. Mais pour le coup aujourd'hui le problème que l'on a c'est qu'il faut répondre quasiment en temps réel à des comités de direction qui se retrouvent à devoir revoir complètement leur roadmap depuis 3 mois. Et j'ai des clients qui me disent, mais moi, j'y arrive juste pas aujourd'hui sous Excel. Parce que, un, je sais pas quelles sont mes compétences. Deux, j'ai même pas identifié mes compétences stratégiques. Trois, j'ai du mal à me mettre dans ce scénario, à me projeter. J'ai besoin qu'on m'aide finalement à patouiller, je dirais, les chiffres et la vision compétences de demain pour pouvoir prendre des décisions. Et je suis un peu noyée du coup, et j'ai besoin d'avoir finalement des choses qui sont finalement des outils d'aide à la décision et d'aide au pilotage RH. Et en fait, ce qui a changé la crise, parce qu'elle a été tellement brutale, c'est qu'il a fallu en une semaine ou 15 jours être capable de répondre à des changements extrêmement forts de stratégie. Rajoutons à ça le fait que la crise a accéléré un certain nombre de projets internes de digitalisation qui ont de très forts impacts sur les compétences et sur les missions et donc sur les compétences des gens. Et donc, on a accéléré finalement la transformation qui était prévue et qui était, et au lieu de la faire en 2 ans, on l'a fait en 1 mois ou 2 mois. Et donc, du coup, on se retrouve à pour le coup, devoir piloter ça parce qu'en fait, on a des ruptures beaucoup plus brutales que ce qu'on avait pu anticiper. Alors, j'ai arrêté là le petit sondage, hein. Vous êtes 54 à avoir participé, donc il n'y a que 5% aujourd'hui des entreprises là présentes ce matin qui sont équipées, 44% qui ne le sont pas, et 13% des entreprises qui envisagent de s'équiper d'une solution de workforce planning. Donc c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit Jean-Bernard, il y a encore quelques années, ces solutions n'existaient pas. Et donc on est quand même dans des solutions innovantes, on est dans
dans un marché de solutions innovantes et donc c'est pas étonnant que les sociétés ne soient pas encore toutes équipées de ce type de solutions. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, pendant la crise, les premiers touchés ont été les intérimaires, les consultants externes, etc. Les solutions de workforce planning embarquent également les prestataires externes. Bien sûr. Oui, et il y a des directions où c'est même impossible de faire du workforce planning si tu les prends pas en compte. Je pense au DSI. Moi, j'ai des clients qui travaillent qui ont dû travailler sur des scénarios où en gros ils sortaient tous les prestataires. Mais à partir du moment où tu sors tous les prestataires, tu poses un gros problème de production puisqu'en fait souvent les prestataires sont des forces de production et donc du coup tu es obligé de pouvoir construire ton modèle parce que tu peux, enfin quelque part, voilà, il y a ce qui est de dire je fais ça, mais à un moment, il faut quand même mesurer les impacts sur la production et sur les conséquences opérationnelles. Sinon, finalement, ton activité est en danger. Dans certains environnements, il y a une partie très importante de l'activité qui est externalisée. Ouais. Donc, il peut y avoir des prises de décision liées à une crise qui arrive, etc., qui sont un petit peu très top-down et qui, derrière, quand elles sont appliquées, posent de vrais sujets qui sont des sujets opérationnels. Et donc, à un moment donné, ces sujets opérationnels, le seul moyen de les gérer, si on veut, j'allais dire, sortir des débats d'opinion ou de l'application de façon presque bestiale de guidelines, c'est de se poser la question au niveau des compétences. C'est de se dire, voilà, de quelles compétences est-ce que j'ai besoin pour faire marcher mon activité. Et après, si en ligne de mire, la question c'est de se dire je vais remplacer un certain nombre de prestataires externes par de l'interne, quid du reskilling, quid de l'upskilling. Comment est-ce que, in fine, et dans quel laps de temps, je suis en capacité, ma foi, de m'appuyer sur les gens que j'ai en interne, de les faire monter en compétences, de les former, de les faire, et aussi de créer une dynamique humaine. Parce que ça, on l'oublie souvent et on prend souvent le projet et le sujet sous l'angle stricto sensu de la compétence, mais la compétence et la capacité d'acquisition d'une compétence est aussi en grande partie liée à la mise en place d'une vraie dynamique humaine. Donc, c'est comment est-ce que je prends tout ça en compte et comment est-ce que je le pilote d'une façon dynamique pour pouvoir arriver justement à faire face aussi à mes engagements et à mes objectifs vis-à-vis de mes clients et à faire tourner mon activité. Et donc, là, ce que je crois, c'est que la crise qu'on a connue ces derniers mois, tout ça, c'était en filigrane finalement. Mais ça l'a mis et ça a fait ressortir avec une acuité plus forte ces différents éléments. Ça a sans doute accéléré la mise en œuvre, pour des logiques là, qui sont des logiques purement opérationnelles. Et là, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont quand même un petit peu au pied du mur et sont obligées de se dire comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais pour continuer à servir mes clients sans qu'il y ait de problème et en même temps pour arriver à tenir les engagements que j'ai vis-à-vis de mes collaborateurs. Et en fait, l'une des difficultés qu'ont nos clients, c'est que, en fait, la GPEC, elle est souvent faite, tu l'as dit, sur Excel, mais il y a aussi souvent quand même une matrice sous PowerPoint. Il y a quand même quelques éléments qui sont… Mais tout ça, c'est statique et c'est surtout déconnecté de la réalité et de la mise en œuvre opérationnelle. Ce qu'apportent au niveau aujourd'hui les nouvelles méthodes qui sont utilisées, c'est le fait de pouvoir dire effectivement par rapport à une inflexion de marché, une stratégie d'entreprise, quels sont les impacts finalement sur mes ressources humaines et derrière, une fois que finalement je me suis fait un scénario à 2-3 ans, il faut que je le mette en œuvre. Donc, qui est-ce que je forme, sur quoi, qui est-ce que je repositionne sur tel métier et derrière, il faut que je le pilote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'à un moment, je peux aller revoir mon management en disant voilà, là, je suis plutôt proche de ce qu'on s'était dit, ou là, pour le coup, on a un vrai sujet pour telle et telle raison. Et c'est ça que va apporter en fait le workforce planning. Je vais te couper de façon très pratique. Aujourd'hui, n'importe quel RH qui souhaite déployer une solution de talent management rencontre un certain nombre de problématiques. La première problématique qui va être rencontrée, c'est la question qui va se poser en interne, comme tu l'as dit.
Il y a effectivement des cartographies qui existent sous PowerPoint, par exemple. Mais comment les RH font pour créer leur référentiel de compétences? Parce que on sait que c'est un sujet assez épineux, assez long à traiter en entreprise. Donc, c'est quoi la bonne démarche et comment on fait finalement pour déployer une solution rapidement? Est-ce que vous avez des best practices? Comment ça se passe? Est-ce que vous proposez des catalogues de compétences? Oui. Alors, pour répondre à ta question, je rebondirai sur ce que vient de dire Carole. C'est-à-dire, quand on parle GPEC, si on ne veut pas rester sur des schémas théoriques, en fait, on est obligé d'ancrer ça dans la réalité des compétences de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si on raisonne simplement sur des schémas théoriques en disant, ben voilà, un contrôleur de gestion, il sait faire ça, 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 c'est bien, mais on sait bien que quand on descend au niveau de l'ensemble de la communauté des contrôleurs de gestion, on va avoir des gens avec des niveaux des compétences différents. Donc ça, c'est le premier. Pour avoir accès à ça, à ma foi, il faut avoir accès à j'allais dire, quelque part une base qui va être une base de compétences. Cette base de compétences, en fait, soit les entreprises l'ont, et elle leur convient. On a certains de nos clients qui y ont travaillé, qui ont même parfois passé pas mal de temps et qui, pour le coup, ont des éléments qui sont structurés, qui sont faits. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va les reprendre. Parce qu'en fait, soit on a des entreprises qui justement n'ont pas ça, et donc ça c'est quelque chose que nous on offre, c'est-à-dire qu'on a au travers de notre propre R&D établi un référentiel qui va, j'allais dire, se nourrir à la fois de la donnée non structurée qui existe dans l'entreprise, donc on va pouvoir importer, j'allais dire, de différents environnements, que ce soit des systèmes internes, etc. D'une part, et puis d'éléments plus structurés qui permettent finalement de garantir une qualité d'analyse qui soit suffisante et de garantir en fait que le système ne dira pas de bêtises. Il y a un autre point, en fait, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, on l'a bien dit, on est pressé par le temps. Donc, pour le coup, l'histoire des référentiels, nous, on apporte les référentiels pour ceux qui veulent finalement ne pas avoir ce travail. Et en plus, l'un des problèmes que l'on a quand on fait un travail sur des bases de compétences, c'est qu'on est dans une vision qui est souvent statique, c'est-à-dire qu'à la fin du travail, en fait, on a déjà des choses qui sont obsolètes. Et en fait, ce qu'apportent les nouvelles solutions, c'est le fait qu'on est en dynamique. Et typiquement, nous, on a mis en place toute une R&D où, pour le coup, on travaille sur, effectivement, il y a les compétences du comptable aujourd'hui et il y a les compétences du comptable dans 3 à 5 ans en fonction des évolutions qui vont arriver dans le métier. Et ça, pour le coup, on le voit bien, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et que beaucoup d'entreprises n'ont pas le temps de faire. Et ces données marché d'évolution, quelque part, elles sont extrêmement enrichissantes et intéressantes pour pouvoir anticiper et finalement décider et prendre des bonnes décisions RH sur les compétences et l'évolution des métiers au sein de l'organisation. En d'autres termes, construire un programme de workforce planning sur ce qu'est le métier de comptable aujourd'hui, il y a de grandes chances quand même qu'on se prenne les pieds dans le tapis, tout simplement parce que c'est un métier qui va très fortement évoluer dans les toutes prochaines années. Il y a un nombre comme ça important de métiers au sein des entreprises, quel que soit le secteur, qui, en l'espace de 2-3 ans, ne ressembleront plus tant que ça, ou en tout cas d'assez loin au métier qu'il est aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand on rentre dans des logiques de workforce planning, c'est très compliqué de le faire en regardant dans le rétroviseur. On est obligé à un moment donné de le faire en déployant une véritable logique prospective qui est de dire, voyons, quels seront les métiers de demain et comment est-ce que finalement je vais pouvoir accompagner mes collaborateurs sur la base de ce qu'ils sont aujourd'hui pour pouvoir avoir un job demain. Alors, ces référentiels de compétences là, qui sont proposés par votre solution, Emmanuel qui me demande si c'est adaptable, si c'est déployable dans une société de 2000 employés. Oui, il n'y a pas de souci.
Pour le coup, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui dépassent les 2000 employés, avec des grands groupes qui sont dans différents secteurs, hein, que ce soit dans la banque et assurance, dans le transport, dans l'industrie ou dans les services. Donc, pour le coup, il n'y a pas de limitation de taille, parce qu'on a des clients qui font plus de 40 000 collaborateurs. Il n'y a pas de limitation de taille à la hausse. Au contraire, parce que plus il y a de monde, plus on peut justement faire fonctionner des algorithmes de façon intéressante et pouvoir justement travailler sur les tendances. Après, j'allais dire au-dessous de 50 salariés, des outils comme ça, ça n'a plus forcément d'usage, puisque j'allais dire le patron, s'il fait son job, il connaît les salariés un à un et il est capable de pouvoir faire. On repasse, j'allais dire, en pilotage en un langage aéronautique, hein, on n'est plus en pilotage automatique, on est en pilotage à vue et visuel. Est-ce que vous intervenez pour les collectivités territoriales? On intervient pour toutes les grandes, dans toutes les organisations humaines. Ok, donc il n'y a pas de problématique privée, publique. Okay. Non, les collectivités territoriales ont quelque part les mêmes problèmes que les entreprises classiques. Leur raison d'être est différente, bien entendu. La manière dont elles vont mettre les choses en œuvre peut être différente selon des process qui sont différents, mais des logiques qui sont des logiques profondément, pour le coup, de mutation sociale et sociétale et économique et sociale, j'allais dire, sont les mêmes. D'accord. Il y a Bruno qui nous demande si en workforce planning, les métiers si vous traitez les métiers d'exécution en général, pour lesquels le référentiel de compétences est plus simple. J'imagine que oui. Bien sûr. Le workforce planning, finalement, c'est comment est-ce que je vais me projeter dans mon entreprise de demain et selon quelle modalité. Et donc ça, c'est vrai, alors là, quelles que soient les strates de l'entreprise et quelles que soient les fonctions. À la petite question, avez-vous cartographié les compétences de votre entreprise? Je m'attendais à beaucoup plus de oui, en fait. Et en fait, c'est plutôt non et c'est plutôt un projet en cours. Donc, c'est pas forcément étonnant pour les mêmes raisons que celles qu'on évoquait quand on parlait du workforce planning. C'est que derrière, c'était pas facile à mettre en œuvre. Il y a de ça encore 2, 3, 4 ans, quoi. Et là, aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de le faire d'une façon conviviale et d'une façon facilement accessible par l'utilisateur. Modulo le fait qu'il y a encore 5 ans, l'urgence n'était pas la même. C'est-à-dire que le temps s'accélère, c'est déjà beaucoup accéléré, c'est encore plus accéléré ces derniers mois. Et donc, ce qui était à une époque un petit peu, j'allais dire, nice to have, hein, on prenait des orientations qui étaient des orientations stratégiques et derrière, le train suivait, la logistique suivait et on apparentait un peu les ressources humaines à de la logistique, malheureusement. Là, maintenant, c'est plus possible. Et en fait, on observe que la notion de compétence, c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est très conceptuel. Et d'ailleurs, quand on parle avec des conseillers carrière ou des RH de proximité, ce qu'ils nous disent, c'est moi, je pose même plus la question de quelles sont tes compétences parce que je mets en difficulté le collaborateur. Et donc, du coup, il y a tout un travail qui est de dire finalement qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Et en fait, on voit bien la difficulté qu'on a tous à titre individuel à mettre des mots sur ce qu'on sait faire. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est en fait d'être en capacité à titre personnel de valoriser ce savoir-faire et ce savoir-être. Et puis derrière, d'avoir des managers et des RH qui sont en capacité de traiter cette notion de compétence. Et donc, du coup, c'est là où les systèmes peuvent aider parce qu'en fait, elles créent un vocabulaire commun qui n'a juste comme objectif que de permettre finalement aux personnes de développer les domaines d'activité, les compétences sur lesquelles ils ont besoin de progresser. Ok. Alors j'ai pas mal de questions, de commentaires qui arrivent. On me demande si dans l'outil, vous avez un module de performance de développement.
Il y a quoi dans l'outil WiserSkill aujourd'hui? C'est une offre modulaire? C'est une offre modulaire dans laquelle, en fait, vous allez pouvoir établir alors, il y a différentes facettes, hein, donc je vais vous donner les principales. Vous allez pouvoir établir une cartographie de compétences, mettre les compétences qui vont être auto-déclarées par les collaborateurs, modulo le fait que vous puissiez encadrer cette autodéclaration naturellement en regard des compétences que l'entreprise doit maîtriser pour faire face à ces enjeux de développement. Et puis derrière, vous allez avoir une possibilité qui va être d'avoir donc avoir au travers de l'algorithmique des métiers qui vont être proposés. La personne va pouvoir constituer son projet professionnel avec à chaque fois un niveau de matching entre des métiers qui vont être proposés par la machine, les métiers qu'elle va pouvoir visiter dans un salon virtuel, des plans de développement individualisés qui vont lui permettre, de créer un parcours professionnel de formation. Voilà. Après, côté RH, on va avoir des possibilités qui vont être des possibilités de staffing, des possibilités de recherche de compétences, plein de statistiques et donc de suivi aussi, de capacité de suivi de la performance. Tu peux gérer des plans de mobilité interne, par exemple? Oui, tout à fait, bien sûr. Mais tu n'as pas la partie job board qui va avec? Si? Non, ça interface avec des solutions qui sont des bourses à l'emploi. D'accord. Donc là, on est vraiment sur le matching. Je cherche un poste. Je vais aller regarder dans mon vivier de candidats internes, enfin de salariés en fait, qui correspond, qui match le plus avec le poste visé. J'ai une question d'Agnès. Est-ce que le référentiel des compétences, donc tu l'as dit, est complété directement par le salarié? Et si oui, ça prend combien de temps à un salarié? Comment ça s'opère? Alors, le salarié donc va du coup pouvoir compléter les compétences sur la base d'un questionnement et il peut aussi déclarer comme il le fait sur LinkedIn. On va simplement lui faire gagner du temps en lui proposant des compétences qu'il est susceptible d'avoir. Et on va aussi l'inviter à aller sur des compétences qui sont des compétences dont il pourrait avoir besoin demain, de manière à pouvoir aussi travailler sur notre notion de workforce planning. Et donc, du coup, notre base de compétences, elle s'enrichit avec ce que disent les collaborateurs, les utilisateurs. Et puis, nous, on a une R&D en interne qui permet, pour le coup, d'enrichir les choses de manière à ce que les RH et les managers puissent aussi projeter les populations et pouvoir identifier s'ils ont des compétences qui leur manquent par rapport à demain. Et par exemple, là, nous, on a une R&D métier qui est très forte et ça fait partie quelque part de notre ADN, c'est-à-dire qu'on a une R&D tech, comme toutes les startups, sur l'intelligence artificielle, etc., avec des data scientists, etc. Mais à côté, on a une R&D métier qui, du coup, observe l'évolution des métiers. Et là, pour le coup, par exemple, on vient de terminer 2 études. Une première sur l'évolution des compétences data dans les organisations, parce que même si on en parle, quelque part, on s'aperçoit que c'est très macro aujourd'hui et que comme il y a des très petites équipes au sein des différentes organisations, elles sont juste pas spécifiées, elles sont pas documentées. Et donc, du coup, on a fait tout un travail là-dessus, sachant qu'il y a les gens de la data et puis il y a toute l'entreprise qui doit intégrer la data. De quoi on parle? Il y a un autre sujet sur lequel on a travaillé, qui est les green skills. On parle beaucoup de transition écologique. C'est pour le coup avec beaucoup d'optimisme, on se dit que cette crise va nous aider là-dessus. Sauf que quand on regarde finalement dans les organisations, très peu de personnes se sont posé la question de c'est quoi les green skills, de quoi on parle. Si vous faites une recherche Internet dessus, vous ne trouvez pas grand-chose. Et en fait, nous, on en a identifié plus de 150, avec après, bien sûr, il y a des spécificités métiers qui sont extrêmement importantes d'avoir et d'aller capter pour pouvoir commencer à sensibiliser les collaborateurs et enclencher aussi une transition écologique. Donc ça, c'est des exemples, bien entendu. Mais pour le coup, on est en veille, nous, permanente pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui soit opérant et qui aide les organisations à finalement ne plus avoir de temps sur le maintien d'un référentiel ou d'une base de compétences ou autre, mais vraiment d'avoir quelque chose qui est dynamique de manière à pouvoir derrière travailler sur la partie RH. Il y a une question d'Alain qui demande, effectivement, si on laisse la main au collaborateur pour auto-déclarer ses compétences, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, que le collaborateur se
s'auto-déclare bien plus performant qu'il n'est? Alors, ça, pour le coup, c'est une très bonne question sur laquelle aujourd'hui on a, on va dire, pour le coup, suffisamment de recul pour pouvoir répondre. Puisqu'on a aujourd'hui bientôt 140 000 personnes sur la plateforme utilisateur. Donc, on finit par avoir des benchmarks par rapport à l'autodéclaration. Alors, il y a des différences en fonction des géographies et donc des cultures, naturellement. La culture anglo-saxonne n'étant pas la même que les cultures. La plateforme est multilingue, Jean-Bernard? Oui. Oui. Alors, disponible en français et en anglais à ce stade, et puis on est en train de décliner sur d'autres langues. Ce qu'on observe, en fait, à minima en France, puisqu'on est entre Français, c'est que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ, hein, ça a été une surprise, une vraie surprise pour nous, les gens vont plutôt avoir tendance à se sous-évaluer qu'à se surévaluer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on est sur les savoir-faire, donc les compétences techniques, on a une auto-évaluation qui est assez bonne, en particulier, tout simplement parce que, enfin, quelque part, si je te demande si tu maîtrises Excel et que je te demande de te positionner, bah, globalement, tu vas plutôt bien te positionner. Si naturellement le projet est bien installé, c'est-à-dire si les gens n'ont pas peur derrière d'être punis s'ils sont honnêtes. Sauf sur certaines compétences qui vont être des compétences très spécifiques, très métiers, des compétences stratégiques, sur lesquelles derrière, on va pouvoir mettre en place des dispositifs qui vont permettre, j'allais dire, de factualiser un petit peu la déclaration. Donc, on peut mettre d'une certaine manière sous contrôle. Je pourrais revenir dessus s'il y a certaines questions. Après, il y a la question des savoir-être, qui pour le coup est une question beaucoup plus délicate, parce qu'en fait, le savoir-être va toucher à la vision qu'une personne a d'elle-même. Donc, y compris d'ailleurs pour des questions de risques psychosociaux, il faut faire un petit peu attention à la façon dont on le gère. Et on peut avoir parfois des deltas qui sont non négligeables entre la vision qu'une personne a d'elle-même et l'appréciation que peuvent en avoir les collègues. Ça, pour le coup, pour nous, c'est quelque chose qui doit être géré par les managers de façon managériale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intérêt de l'autodéclaration, il est déjà énorme, c'est que ça permet d'avoir une vision de ce que la personne pense d'elle-même. Ça, rien qu'en soi, ça a beaucoup de valeur. Et puis après, en fonction naturellement de la perception qu'on peut avoir de ce qu'est la personne, c'est là où on peut mettre en place des plans qui vont être des plans de progrès, de coaching, des dispositifs. Une question technique, la plateforme, elle est hébergée où? En France. En France. Ça marche. Non, ça, c'est des questions qu'on a résolues une bonne fois pour toutes. Comme ça, ce sont des hébergeurs français. Ok, alors il y a deux questions là qui se rejoignent, une question d'Annabella et de Hélène, hein, qui demandent si la plateforme fait bien le lien avec l'entretien professionnel, qui est une obligation biannuelle, qui est une obligation légale, et puis avec les entretiens annuels classiques, donc avec l'évaluation des compétences, de performance, etc. Oui. La réponse est oui, puisque évidemment, cette réflexion sur ses compétences, c'est quelque chose qui est et ses motivations professionnelles, c'est quelque chose qui vient nourrir en fait ces entretiens et qui vient finalement aider les collaborateurs et les managers à parler autour d'un vocabulaire commun. Ça vient en fait finalement accompagner le dialogue managérial et RH autour de ce process d'évaluation. Est-ce que le process de votre côté, il est dématérialisé dans l'application? Est-ce que vous embarquez l'entretien annuel classique? Alors, il y a différentes options possibles. Et ça va principalement dépendre de la manière dont on va positionner le projet. Si vous positionnez le WeatherSkills comme un outil qui est un outil mis à la disposition du collaborateur, de façon à ce qu'il puisse réfléchir à son
propre projet professionnel. Dans ce cas-là, vous allez le séparer du processus qui va être un processus d'évaluation. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas mélanger les genres. Si les gens qui vont dessus, alors qu'on leur dit c'est un outil qu'on met à ta disposition pour que tu puisses mieux te connaître, réfléchir à ce que tu veux faire, etc., etc. Si les gens ont l'impression que derrière, ça va servir à les évaluer ils ne vont pas faire les choses de la même manière, ou en tout cas avec le même esprit, que si ils sont si on respecte ce point. Après, l'outil peut tout à fait aussi être positionné comme un outil d'évaluation. Mais par contre, ce qui est important, et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut tout à fait faire l'entretien pro, l'entretien de énorme. Mais par contre, ce qui est le plus important, c'est d'être en mesure de bien être clair par rapport vis-à-vis des collaborateurs, par rapport à ce qu'on en fait. Parce que en fonction de la manière dont vous allez le positionner, vous allez avoir des modes de fonctionnement et vous allez générer, j'allais dire, des comportements qui sont de nature très très différente. Et puis il faut que les gens aient l'impression qu'on les mène en bataille. Et puis après, il y a un autre point, c'est que on a parlé de dynamique depuis le début, on a expliqué que la GPEC finalement était statique, que le workforce planning était dynamique. Nos entretiens, là, ils ont lieu sur l'entretien pro. Alors, il y a certaines entreprises qui les font tous les ans, mais c'est quand même pas la majorité. C'est plutôt tous les 2 ans sur notre entretien professionnel et puis tous les ans sur l'entretien annuel. Donc, en fait, on a quand même quelque chose qui n'est pas du tout temps réel. Or, le type de plateforme sur lequel on travaille, nous, c'est plutôt quelque chose qui est dynamique. L'intérêt que ça a, c'est quoi ? C'est que vous avez des collaborateurs qui voient évoluer leur métier et d'un coup qui se disent ah là là, il faut que je me forme sur ça, il faut que je renforce cette compétence. Et typiquement, on a un grand client, il y a 2 ans, il y a eu la mode DevOps qui s'est rendu compte, 1 mois après sa campagne d'entretien annuel, on avait des pop-up sur la plateforme qui mettaient tout le monde veut se former à DevOps. Et ben, grâce à ça, il a pu répondre tout de suite. Alors qu'en temps normal, il aurait fallu attendre 1 an d'avoir les entretiens annuels de l'année d'après pour savoir ça. Et c'est bien l'intérêt en fait de ce type de démarche. Il y a beaucoup sur Internet, on dit beaucoup, c'est la fin de l'entretien annuel, etc. Je pense qu'il y aura toujours un entretien annuel, mais entre les entretiens annuels, il y a besoin d'avoir du dynamique, tout simplement parce que on a besoin de monter en compétences, on a des projets qui évoluent, on a besoin d'interagir autour de tout ça. Et donc, les plateformes, elles viennent faciliter ça. Elles viennent faciliter le fait que j'ai conscience de mes compétences, j'ai conscience de ce sur quoi il faut que je progresse, et je progresse avec des formations, mais pas que, puisqu'on voit bien toute la réforme de la formation, on est d'ailleurs bien la preuve, c'est que aujourd'hui, le développement de compétences, il va se faire en interagissant avec mes pairs, en travaillant de l'auto-formation, etc. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on va chercher. C'est pas tant finalement, enfin, c'est vraiment le dynamique. Et ce dynamique, derrière, une fois qu'on l'a en réel, on connaît l'existant, derrière, on projette nos populations et on a en capacité de piloter finalement les ressources humaines. Je suis content que tu aies répondu à ma perche, Carole. C'est un peu la réponse que j'attendais parce que effectivement, on nous parle depuis des années d'entretien annuel. On impose aux entreprises, un entretien professionnel qui est, on le sait, plus ou moins appliqué au sein des entreprises. Et puis, à partir de ça, on va faire des plans de formation 1 fois par an. Donc tout ça, en fait, c'est plus du tout adapté au monde actuel. C'est surtout pas adapté à une crise comme on vient de vivre. Et donc, effectivement, la question se pose réellement du remplacement de ces pratiques RH par des techniques et des solutions en temps réel, en fait. Tout à fait. C'est exactement ça, parce que... Il y a un sujet qui est un sujet, j'allais dire, de process quelque part légal. Et ça, naturellement, c'est un sujet quelque part de conformité, donc il faut être conforme. Et puis après, il y a un sujet qui est un sujet de management, d'adaptation au quotidien, j'allais dire, de l'entreprise. Et quelque part dans un monde qui s'accélère, on est obligé d'avoir les mêmes types de fonctionnement qu'on a dans les autres fonctions de l'entreprise, d'ailleurs. Enfin, je reviens dessus. Quand on parle de la finance, on ne la gère pas 1 fois par an. Au moment de la clôture comptable,
La trésor, elle est suivie au quotidien. Quand on parle des opérations, c'est la même chose pour la supply chain. Les stocks qui sont suivis au quotidien. Quand on parle, etc., etc. Donc, on est sur les mêmes, sur les mêmes modes de fonctionnement qui, pour différentes raisons, n'ont pas encore été mis en place. Mais on y est. Et puis, il y a aussi, grâce à ces solutions, un retour sur investissement assez considérable. Moi, j'y vois plusieurs intérêts. Il y a effectivement l'évolution, l'évaluation permanente des collaborateurs, l'implication de la RH, des managers, etc., qui permettent vraiment d'aligner les métiers par rapport au business de l'entreprise. Donc ça, c'est immédiat, c'est beaucoup plus dynamique. Et puis, ça permet aussi d'éviter des situations où, par exemple, on va faire un entretien, on va faire un plan de formation, un plan de développement pour un collaborateur qu'on va planifier à 6-8 mois, puis entre-temps, le collaborateur est parti. Donc, on a engagé des frais, on a engagé une démarche, on l'a planifié sur 8 mois, on a engagé des budgets de formation, et tout ça part à la poubelle. Et ça, c'est le quotidien des grosses PME françaises aujourd'hui. D'avoir des plans de formation, des plans de développement qui sont plus alignés à la réalité parce qu'ils sont à 6 mois, 1 an. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros ROI à ce niveau-là. J'allais dire, il y a naturellement ce que tu évoques, mais pour aller même un cran au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les plans de formation sont faits, ils sont faits sur des sujets qui sont somme toute assez globaux. Donc, on va former les gens au numérique, on va former les gens, etc., etc. Ce qui fait qu'on est un peu dans des systèmes de type pêche à la grenade, où on récupère simplement 20%. C'est-à-dire on a une courbe de Gauss qui s'applique à plein. Il y a 40% des gens qui sont largués dès les premières séances, 40% des gens qui s'ennuient, et puis au milieu, vous avez 20% qui trouvent que la formation est bien adaptée. Voilà. Et donc derrière, aujourd'hui, quand on rentre sur ces sujets-là, ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir des approches qui vont être des approches ciblées sur des compétences très clairement identifiées, qui derrière vont permettre de faire des briefs aux prestataires de formation qui vont être des choses qui vont être beaucoup plus centrées sur ce qu'il faut acquérir. Donc derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gestation, il y a d'énormes économies sur les budgets de formation, tout simplement parce que tu parlais tout à l'heure de ROI. Le ROI n'est absolument pas le même si on peut dire, ben voilà, les 5-6 compétences qu'on veut pousser, voilà le niveau qu'on veut avoir, et on va avoir 43 personnes qui vont être considérées, ou si on dit toute la tranche d'âge des marketeurs entre 35 et 43 vont passer à la moulinette d'une formation sur tel sujet. Oui, tout à fait. Il y a une question strictement technique, mais bon, c'est important d'y répondre. À partir du moment où c'est une solution dynamique, est-ce que la solution s'interface de façon dynamique avec le SIRH de l'entreprise? Bien entendu, un système de ce type-là n'a de sens qu'à l'intérieur d'un écosystème applicatif. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose en lévitation tout seul, voilà, tout simplement pour plein de raisons. Tout d'abord parce que les informations sur les collaborateurs bougent au fil de l'eau. Et puis, il n'y aurait rien de pire que de demander à un collaborateur de donner 5 fois les mêmes informations dans 5 systèmes différents. Bien sûr. Alors en parlant justement des collaborateurs et comme tout projet, j'imagine que ça nécessite quand même un accompagnement au changement en interne et puis un peu de marketing côté RH pour faire la promotion de ce type de solution. Comment on peut inciter les collaborateurs finalement à adhérer et à compléter cette plateforme? J'allais dire, alors il y a différents leviers, surtout différents timings, différents tempos. L'aviation est en train de redémarrer. C'est bon signe. Ils volent pas, hein. En plus, ils volent. C'est peut-être la préparation du 14 juillet, parce que ça ressemble plus à des chasseurs. Premier élément, j'allais dire, c'est un élément qui nous a beaucoup surpris. C'est qu'on a somme toute
modulo le fait. Et on va mettre quelques préalables. Que le projet soit bien installé dans l'entreprise, à savoir que les gens n'aient pas peur derrière de se faire placarder, virer, etc., qu'ils comprennent ce qu'on veut en faire, etc., etc. On n'a pas trop de mal à faire venir les gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, c'est souvent la première fois qu'on leur demande dans l'entreprise de parler d'eux-mêmes. Un être humain adore finalement parler de lui-même. Il a la possibilité de faire un profil, la possibilité de faire connaître ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. Après, la question, et c'est vraiment la question fondamentale sur le sujet, c'est la question de comment peut-on faire pour que ce ne soit pas un feu de paille. Et c'est là où après, pour que ce ne soit pas un feu de paille, c'est quelque chose qui doit s'intégrer dans la politique globale de l'entreprise, que ce soit processus existant, processus d'entretien pro ou autre, de façon derrière à faire en sorte de créer et de donner une légitimité à l'outil. On est comme finalement dans toutes les nouvelles pratiques. On est au départ, il y a une attractivité qui est une attractivité naturelle. Pourquoi ? Parce que c'est l'attrait du nouveau. Et après, par contre, ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour que on puisse pérenniser ça. Et le seul moyen de le pérenniser, en fait, c'est que les gens en perçoivent clairement un usage. Carole, est-ce que tu peux simplement nous rappeler un peu la typologie des clients actuels, les secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité en particulier où vous êtes présents? Alors aujourd'hui, on est dans tout secteur d'activité, puisque comme je disais tout à l'heure, on travaille avec pas mal de groupes de la banque assurance, avec des acteurs du transport, avec des industriels, avec des groupes qui sont dans les utilities, donc tout ce qui est énergie, eau. On travaille avec des acteurs publics. On travaille aussi avec des entreprises de services. Donc globalement, aujourd'hui, il n'y a pas on est tout secteur. Et on est plutôt déployé dans des grandes organisations. Pour autant, dans les grandes organisations, il y a plein de petites filiales qui sont aussi équipées et qui fonctionnent avec l'outil. Et du coup, on est aussi, parce que tout à l'heure, il y avait aussi la question de quel niveau hiérarchique. On est sur tout niveau hiérarchique. Il faut juste faire très attention quand on commence à monter très haut, parce qu'en fait, il faut juste ne pas promettre qu'une solution informatique puisse traiter de manière individualisée le top management, puisque ce serait complètement faux. Là, on est vraiment dans le domaine de l'ultra personnalisé. Mais pour le coup, sur toute population, ça fonctionne. D'accord. Il y a Emmanuel qui nous demande quels sont les freins et les résistances que l'on peut rencontrer le plus fréquemment, que ce soit au niveau des managers, des salariés ou du CODIR. Pour le coup, les freins, ils vont être. Alors, c'est un peu en écho à ce que disait Jean-Bernard, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment, les gens peuvent avoir peur. En fait, quand ils rentrent dans ce type de démarche, ils se disent pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire, où vont mes données. Donc, si vous ne levez pas ces trois questions-là, si vous ne répondez pas à ça, c'est un vrai frein. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous soyez clair sur le pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Et les données, effectivement, il y a des notions de confidentialité. Et ça, c'est un point quand on met en place la plateforme, on a plein de configurations qui existent. Alors, bien sûr, on est conforme à la RGPD, mais au-delà de ça, en fonction des organisations, la notion de la confidentialité ne va pas forcément être traitée de la même manière. Il faut faire très attention à ça. Au niveau, donc ça, c'est les points importants. Après, vous avez des freins qui sont liés aux managers qui peuvent dire j'ai peur d'en parler. Qu'est-ce que je fais? Il y a une question tout à l'heure sur qu'est-ce que je fais si j'en ai un qui se surestime? Est-ce que moi, manager, je me sens de parler de ses compétences et lui dire mais attends, tu t'es un peu surestimé, etc. Et ce qu'on observe en fait, c'est que il y a un vrai travail dans beaucoup d'organisations à réaliser sur la capacité des managers à parler compétences, à construire un plan de développement individualisé. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Et le dernier point, c'est au niveau des RH, où on est sur des nouveaux usages. On vient les aider avec un outil. Et donc, du coup, il y a souvent besoin de les accompagner dans la prise en main pour qu'ils soient finalement à l'aise
avec ces nouveaux outils et qui sachent finalement s'appuyer dessus pour gagner du temps et pour travailler un petit peu autrement. La population RH est une population qui est importante, bien embarquée. D'abord parce que ça nécessite qu'ils fassent un effort de sortir finalement de schémas mentaux classiques où, ma foi, il faut qu'ils fassent un petit peu différemment. Puis après, pour bien leur faire comprendre qu'on ne va pas leur piquer leur job, qu'on ne va pas les ubériser, et qu'au contraire, on va enrichir leur job, et qu'au contraire, on va les aider. Et ça, c'est quelque chose d'absolument clé. Voilà. Une fois qu'on a réussi à faire ça, et une fois qu'on a réussi, j'allais dire, à les embarquer, et qui commencent à percevoir l'intérêt de la chose, et la manière dont ils le perçoivent assez rapidement, c'est quand ils commencent à avoir certains de leurs collègues, enfin certaines personnes qu'ils accompagnent en direct, et que finalement ils voient que les personnes sont beaucoup plus satisfaites, tout simplement parce qu'elles sentent un professionnalisme au travers des informations qui sont dans l'outil, qu'il n'y avait pas forcément avant. À partir de ce moment-là, j'allais dire, la bataille est gagnée, quoi, la partie est gagnée. Mais le fait d'embarquer les RH, et en particulier ce travail pédagogique, pour bien leur faire comprendre, finalement, ça ne va pas leur piquer leur job, ça va au contraire leur permettre d'exercer leur job dans des conditions qui ne sont pas celles du scribouillard, du poinçonneur des lilas, mais quelqu'un qui va pouvoir avoir des échanges avec le collaborateur et avec la personne qui l'accompagne. Ça, c'est quelque chose de très important. On a beaucoup de clients où on a embarqué le comité de direction, les CODIR, au moment où on a sorti la cartographie de compétences et où sur certaines compétences, ils ont pris conscience du fait que les collaborateurs leur disaient « je ne suis pas à l'aise avec cette compétence » et comme par hasard, la compétence en question était liée à des objectifs de performance qui n'étaient pas atteints. On l'a eu dans des métiers très différents et où en fait vous avez votre comité de direction qui se retrouve devant la cartographie et qui dit ah d'accord, j'arrive pas à vendre ce truc-là tout simplement parce que les collaborateurs ne sont pas à l'aise avec le domaine en question ou j'observe que je sais pas, la marge sur mes projets est pas bonne, en fait, il se trouve qu'ils ne sont pas capables de piloter la marge. Et donc, en fait, et là, on fait, et du coup, on crée une prise de conscience où ils se disent, mais tiens, finalement, j'ai un truc qui me permet d'augmenter ma performance parce qu'en fait, j'identifie sur quoi il faut que je mette le poids du corps en développant des compétences. Et ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que il faut réussir à faire en sorte que cette démarche, elle ne soit pas qu'une démarche RH, mais qu'elle soit bien une démarche d'entreprise. Là, j'ai des questions. On arrive à la fin. Hein. J'ai forcément les questions financières. Combien ça coûte est-ce qu'il y a des offres d'essai c'est quoi le modèle économique? C'est un modèle SaaS à abonnement? Oui. Alors, premier niveau de réponse, ça coûte pas cher. Alors après, tout est relatif, naturellement, mais en tout cas, pas cher par rapport à ce que ça peut faire gagner, hein. Ne serait-ce qu'en termes de pertinence des budgets de formation, etc. Et quand on est sur les sujets de workforce planning, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Hein, voilà. Après, le modèle économique, il est en deux temps. Il y a une partie projet qui permet de mettre la solution à disposition dans de bonnes conditions et de façon customisée. Puis après, une partie licensing. Et là, on est en effet sur un modèle SaaS. Donc avec annuel? Alors, annuel, oui. Alors, c'est des prix par utilisateur et par mois, mais ça revient finalement à des prix. D'accord. Avec des tarifs qui, là, pour le coup, vont dépendre du nombre d'utilisateurs. Et donc, voilà, à ce stade, j'allais dire, je ne rentrerai pas plus dans le détail parce qu'après, pour le coup, c'est des choses qui dépendent du type de projet, du nombre d'utilisateurs, etc., etc. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, on va conclure. Peut-être je vais laisser Carole nous rappeler simplement les bénéfices de cette solution de workforce planning. Si en 30 secondes.
En 30 secondes, c'est Je te pas mets facile. je te mets la pression, là. Tu l'as fait ça si tu m'avais pas demandé de préparer. Je dirais que ça permet simplement de mieux piloter en fait les ressources humaines tout en embarquant les collaborateurs en fait dans leur projet de carrière et en leur montrant que finalement au sein de leur organisation ils peuvent se développer et s'épanouir. Ouais, donc on est vraiment dans des solutions novatrices, collaboratives, des solutions qui collent finalement à ce que les salariés utilisent dans leur vie au quotidien. Tout à l'heure, tu parlais d'Uber, mais au quotidien, les salariés vont utiliser des applications en temps réel. Donc, c'est juste un alignement de la même notre tendance. réalité, de ce qu'est le monde. Ouais. C'est la même tendance. Alors, écoutez, je pense qu'on a pas mal traité le sujet. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, sauf si des dernières questions arrivent. Je pense qu'on a traité un petit peu tous les sujets. Est-ce que Jean-Bernard, tu as quelque chose à ajouter? J'allais dire de façon, sans redire avec d'autres mots ce qu'a dit Carole, mais l'idée aujourd'hui, c'est d'être en capacité de façon rapide et efficace d'aligner les organisations avec les changements qui sont les changements des environnements avec lesquels les entreprises évoluent. Et donc, ce qu'il faut, c'est être en capacité de partir, j'allais dire, des inflexions qui sont les inflexions du marché, de pouvoir en tirer quasiment en temps réel les implications que ça a au niveau de l'organisation et derrière, de pouvoir mettre en place les éléments d'ajustement en continu de façon à éviter, on en revient à ça, hein, à éviter les ajustements qui, eux, sont incrémentaux et qui forcément sont douloureux. Et donc, on parle beaucoup aujourd'hui d'upskilling, de reskilling. Ben, le upskilling, le reskilling, il faut le démarrer le plus tôt possible parce qu'on n'appuie pas sur un bouton et on n'arrive pas à prendre un collaborateur et à le repositionner professionnellement juste en quelques mois. Donc pour ça, ben, il faut être en capacité d'avoir intégré ce qui va se passer, d'avoir une prévision de ce qui va se passer et de pouvoir derrière mettre en place opérationnellement les sujets qui sont les sujets d'adaptation. Ça marche. Alors, je vous mets dans le chat le lien qui vous permet de faire une demande de démonstration. Vous remplissez simplement un petit formulaire et puis Carole ou Jean-Bernard reviendront vers vous. Donc, c'est wiserskill.com/démonstration. Eh ben, je vous remercie, Carole et Jean-Bernard, pour cette présentation. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents avec nous. Merci à toi. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à toi et merci à tous de votre écoute. Au revoir. Merci. Au revoir.